Bonjour à tous, capsule juridique numéro 221 du 16 septembre 2024. Je vais vous parler aujourd'hui du Canada, des USA et de la France. Au Canada, tout d'abord, dans une précédente capsule, je vous avais brièvement parlé d'une première condamnation de Peter Nygard, parfois appelé le Epstein canadien, et je vous renvoie à ce sujet à la capsule numéro 188 du 17 novembre 2023. À ce moment-là, la condamnation concernait les viols d'au moins 4 femmes, et je vous disais aussi 4 viols, ce ne sont que le minuscule sommet de la partie visible de l'iceberg, mais c'est un début. Et donc à présent, suite de l'affaire concernant cette fois-ci 5 autres femmes, dont une qui était mineure au moment des faits. La peine prononcée est de 11 ans de prison, et l'article du blog que vous connaissez sans doute qui s'appelle La Donde Vamos, auquel je vous renvoie sous cette capsule, évoque aussi le fait qu'une autre action collective est en cours pour des viols et agressions de 57 femmes. Donc, affaire à suivre. Aux USA, un député républicain nommé Thomas Massie, M-A-2-S-I-E, a déposé un amendement destiné à préciser dans la Constitution que celle-ci l'emporte sur les traités et accords émanant notamment de l'OMS. En d'autres termes, il s'agirait d'imposer un vote du législateur national avant d'admettre qu'un traité ou un texte quelconque émanant notamment de l'OMS ne s'impose aux citoyens américains. Il dit notamment, je cite, « Les traités ne sont pas supérieurs à la Constitution ». Fin de citation. Et il précise que toutes les règles qui s'imposent aux citoyens doivent être soumises au législateur national, précisant donc que, je cite à nouveau, les traités ne peuvent pas créer de taxes ni de nouvelles lois. Je mets sous ma capsule un lien vers une vidéo de l'explication donnée en séance publique par le député qui vient du Kentucky. Cet amendement a été adopté au Congrès. Il reste donc encore le Sénat, et donc affaire à suivre. Aux USA toujours. Dans mon avant-dernière capsule, numéro 219, je vous parlais de la lettre envoyée par 19 membres du Congrès à Mark Zuckerberg et qui posait une série de questions à propos de publicité pour des drogues sur les plateformes de la société Meta. Je vous disais que Zuckerberg avait jusqu'au 6 septembre pour répondre à toutes les questions qui lui étaient posées. Suite de cette affaire donc, puisqu'apparemment les réponses formulées par Meta, et dont je n'ai pas vu le contenu par contre, n'ont pas satisfait les députés. Le site développé.com relève que Tim Walberg, représentant du Michigan, a qualifié d'inacceptable la lettre de réponse datée du 9 septembre, c'est-à-dire déjà hors délai, estimant que cette lettre donc, n'avait pas répondu aux questions spécifiques que les politiciens avaient posées à Zuckerberg. Selon ce même député, cité dans l'article auquel je me réfère, je cite « La réponse de Meta non seulement ignore la plupart des questions posées dans notre lettre, mais refuse également de reconnaître que ces publicités pour des drogues illicites ont été approuvées et monétisées par Meta et autorisées à être diffusées sur leur plateforme. C'est inacceptable, Meta doit répondre de sa négligence et de l'impact qui en résulte sur les utilisateurs, en particulier les enfants et les adolescents. Meta a esquivé à plusieurs reprises les questions directes des membres du Congrès, des médias et du public concernant les centaines de publicités pour des drogues illicites sur sa plateforme, déclare également Katie Paul, qui est directrice du... Alors c'est Transparency Project, quelque chose comme ça dont je vous parlais, donc qui était à l'origine de cette enquête. Meta tente de détourner la responsabilité et de promouvoir une approche globale de la société, a ajouté Madame Paul. Meta profite de l'amplification payée des sites de trafic de drogue qui n'auraient pas la même portée sans les plateformes publicitaires de Meta. Fin de citation. Cette affaire n'est donc pas finie et au moins il semble que les députés n'ont pas l'intention de se laisser faire. En France à présent, tout d'abord une info concernant une poursuite pénale qui avait été introduite en 2021. 3 personnes avaient tracé des tags et collé une 50aine d'affiches sur la toile d'un barnum provisoire placé à l'entrée d'un centre de vaccination. Ces 3 personnes, 2 femmes et un homme, avaient été poursuivis pour des faits de dégradation. Ils reconnaissaient les faits et avaient écopé en mars 2022 de 500 € d'amende chacun, ainsi que du remboursement des frais de nettoyage. Les 3 prévenus avaient alors interjeté appel et une audience se tenait le 3 septembre dernier devant la cour d'appel de Versailles. Lors de cette audience, donc il n'y a pas encore d'arrêt, c'était les plaidoiries, le parquet a lui-même demandé non seulement la requalification du délit en contravention, mais aussi une dispense de peine, ce qui permettrait, si la cour d'appel suit le réquisitoire, que les 3 prévenus n'aient pas de mention sur leur casier judiciaire. Un paragraphe de l'article du quotidien Le Parisien mérite d'être lu, je cite. Le but de cette dernière audience du 3 septembre 2024 était de déterminer si les actions commises par les prévenus sont ou non protégées par la liberté d'expression. La mairie de Poissy, jusque-là défendue par maître Arash Derambarch, radiée depuis lors par le barreau de Paris pour plagiat, n'était pas présente ni représentée, une absence qui vaut pour abandon des poursuites contre les 3 prévenus.
À l'audience, l'avocat général, donc le parquet, a demandé une requalification des faits en dégradation légère, qui est une simple contravention de 5e classe au lieu d'un délit, et a sollicité une dispense de peine totale pour les 3 prévenus. Une victoire pour leur conseil, maître Diane Prota, qui dit ceci, je cite donc Diane Prota citée par l'article, « La Cour devra néanmoins répondre à la question de droit qui lui était posée depuis le départ. Quand certains jettent de la soupe sur la Joconde pour dénoncer la malbouffe ou décrochent le portrait d'Emmanuel Macron des mairies pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement ou encore s'inscrivent sur la poitrine des messages politiques et bénéficient de la clémence des tribunaux, l'infraction reprochée à mes clients est-elle justifiée au titre de la liberté d'expression ?» Fin de citation de Diane Prota, et l'article termine en disant « La réponse est attendue pour le 4 novembre, date fixée du rendu en délibéré ». Fin de citation de l'article. Alors bonne question évidemment, et affaire à suivre, on attend l'arrêt attendu début novembre. Et je mets sous ma capsule un lien vers l'article du Parisien qui évoque cette affaire et un autre lien vers le site de France Soir sur le même sujet. En France toujours, une procédure était en cours depuis des années à propos de la Dépakine. Elle opposait Sanofi, producteur de médicaments, à Madame Marine Martin, et cette procédure durait depuis 12 ans. Je vous lis un extrait de l'article de France Info à ce sujet, article du 10 septembre, je cite. Le laboratoire Sanofi a été condamné lundi par le tribunal de Paris à verser près de 285 000 € d'indemnité à Madame Marine Martin et ses 2 enfants pour défaut d'information sur les risques de malformation et de retard de développement chez l'enfant causés par ce médicament antiépileptique prescrit aux femmes enceintes. Commercialisé depuis 1967, des dizaines de milliers d'enfants sont concernés selon l'autorité du médicament. Marine Martin savoure d'autant plus cette victoire parce que Sanofi est obligé de payer alors que le laboratoire ne participe pas au fonds d'indemnisation des victimes géré par l'ONIAM. C'est absolument scandaleux. Toutefois, la lanceuse d'alerte reste vigilante et combative. Bien sûr que Sanofi va faire appel, c'est une guerre des nerfs, on rentre dans le dur. L'argent que j'ai gagné, il est bloqué. Ils ont les victimes à l'usure. C'est pour ça qu'il est important que d'autres victimes me rejoignent dans les procédures judiciaires. Marine Martin a lancé d'autres procédures, notamment au pénal. Depuis février 2020, Sanofi est poursuivi pour tromperie aggravée, blessure involontaire et homicide involontaire. On espère clôturer le dossier, mais la justice est lente. Je ne suis pas sûre, dit Madame Martin, qu'on puisse avoir un procès avant 2026. Elle promet d'être à la barre pour aller chercher les condamnations des personnes qui ont trompé et qui ont tué des enfants. Parmi les victimes de ce médicament, 2150 à 4100 victimes souffrent de malformations et 16 600 à 30 400 de troubles neurodéveloppementaux selon les autorités sanitaires. Fin de citation. Il y aura donc vraisemblablement un appel, mais c'est déjà une très belle victoire. Et j'aimerais d'ailleurs savoir pourquoi, par ailleurs, Sanofi n'alimente pas le fonds de garantie. Alors si j'ai le temps, j'essaierai de trouver l'information, et si quelqu'un a ça en stock, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous ma capsule. J'ajoute quant à moi bien sûr le lien vers l'article du site de France Info dont je vous ai lu un large extrait. Ensuite, je voudrais vous parler du lancement officiel de la plateforme Holytime, co-créée par Mathieu, qui était déjà à l'origine et est toujours à la tête de Crowdbunker, je vous avais déjà parlé de lui, et par Johan Fakra, qui avait également préalablement créé le site Quartier Libre. Il s'agit d'une plateforme qui est comparable à Doctolib, mais qui accepte aussi les médecines alternatives. En outre, on s'aperçoit en écoutant l'interview qu'ils ont tous les deux accordée à la chaîne Géopolitique Profonde, et dont je vous mets le lien sous ma capsule, que leur projet ne s'arrête pas là. Ils ont beaucoup d'idées et que tout ça devrait se développer de très très belle façon. Je vous suggère vraiment de les écouter, donc d'abord l'interview avant d'apprécier si vous avez ou non un intérêt en tant que praticien de vous pencher sur la plateforme. Et les patients, eux, y accéderont de façon totalement gratuite. Donc allez-y au moins pour voir et vous vous ferez votre idée personnelle. En tout cas, très très belle initiative, bravo à eux. J'ai eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec Mathieu, donc Crowdbunker, et par ailleurs de rencontrer personnellement Johan. Je peux vous assurer que ce sont 2 boîtes à idées permanentes qui tournent 24 heures sur 24. Donc je leur fais confiance pour que ça devienne très 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 vite vraiment un très bel outil. Et je mets sous ma capsule un lien vers l'interview dont je vous parle, ainsi que vers la plateforme elle-même. Dans tous les cas, même si vous ne vous y inscrivez pas comme soignant ou comme patient, faites tourner l'information s'il vous plaît. Enfin, pour terminer, je voudrais vous lire le passage d'un ouvrage que j'ai commencé à lire hier soir. Il s'agit du volume 4 de la série d'essais de Stanislas Berton, L'homme et la cité, qui vient de sortir. C'est donc, ces volumes sont des compilations d'articles dont certains ont déjà été publiés sur son site, mais qui sont augmentés et mis à jour dans les ouvrages, et d'autres sont des traductions d'articles anglophones, le plus souvent américains, mais pas uniquement je crois.
Et même si j'ai pas encore terminé la lecture, je peux déjà vous le conseiller, comme d'ailleurs les 3 premiers volumes, et je précise qu'il n'est pas nécessaire de les lire dans l'ordre. Vous pouvez commencer par celui que vous voulez, et moi je vous conseille de commencer par le 3e, ou peut-être par le 4e, mais je vous dirai ça quand je l'aurai terminé. Alors, l'extrait que je vous lis se trouve en pages 28 et 29, dans un article qui s'appelle du Zugzwang. Alors, ça se réfère au nom d'un mouvement aux échecs dans lequel un joueur est obligé de jouer un coup qui va ensuite lui porter préjudice. L'article débute d'abord par la citation de Napoléon, qui est la suivante: « N'interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur ». Et ensuite, Stanislas Berton nous dit ceci, je cite: « À bien des égards, le mondialisme se trouve aujourd'hui en situation de zugzwang, donc ce mouvement d'échec. Au lieu de lui permettre d'avancer vers la réalisation de son projet, chacun de ces mouvements sur l'échiquier mondial semble se retourner contre lui. » La pandémie de Covid-19, pandémie est inscrit entre guillemets, aura permis de révéler l'incompétence du corps médical, la corruption de l'industrie pharmaceutique et la trahison de nos gouvernants. La défaite de la coalition otanienne en Ukraine aura démontré la faiblesse militaire de l'Occident, sa duplicité diplomatique ainsi que son hystérie belliciste. Les sanctions contre la Russie auront renforcé son autosuffisance, favorisé le développement des BRICS et accéléré le processus de dédollarisation des échanges internationaux. La paupérisation généralisée, les sacrifices économiques au nom du climat, entre guillemets, et la hausse du coût de l'énergie auront radicalisé les classes moyennes, prouvé l'incompétence des Mozart de la finance et achevé de détruire le mythe de la prospérité occidentale. Les cours d'éducation sexuelle en maternelle, les outrances du lobby LGBT et la promotion du délire transgenre auront permis au grand public de découvrir les mœurs de ceux qui nous gouvernent et contribué à faire du modèle occidental, entre guillemets, modèle occidental, un véritable repoussoir pour l'ensemble des peuples du monde. Quant à la censure et à la stigmatisation, notamment via l'accusation de complotisme, de tous ceux qui osent dénoncer ces dérives, elles auront achevé de décrédibiliser les classes dirigeantes, les experts, entre guillemets, et les médias de masse aux yeux de l'opinion publique. Un peu plus loin, sentant que la situation est en train de lui échapper et que ses leviers d'action ne répondent plus comme ils le devraient, le pouvoir devient de plus en plus nerveux et en conséquence augmente la pression, tombe le masque et accélère le rythme. Résultat, son projet devient de plus en plus visible, ce qui contribue à faire grossir les rangs des personnes désormais conscientes de son existence, et opposées à sa réalisation. Fin de citation. Donc c'est l'extrait de Stanislas Berton, L'Homme et la Cité, volume 4, pages 28 et 29. L'ouvrage est publié aux éditions Le Temps Retrouvé. Je voulais vous mettre un lien directement vers leur site, mais soit leur moteur de recherche n'est pas au point, soit soit le site n'est pas à jour. Mais bon, vous le retrouverez facilement. Vous pouvez aller voir sur le site sur le compte Telegram par exemple de Stanislas Berton. Et il n'est pas impossible que je vous en propose un autre extrait dans la prochaine capsule quand j'aurai fini la lecture. Et donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Bonne journée, bonne semaine et tenez bon. À bientôt, au revoir.